Donc, avant de lancer mon propos, je vais apporter un certain nombre de remerciements, puisque le format de ce colloque fait que je parle tout seul. Il n'y a qu'un seul auteur à la communication, mais bien évidemment, cette communication emprunte beaucoup à des travaux d'autres collègues, en particulier Sacha Kaki et Dominique Castex, et bien sûr ici Michel Signoli. Donc voilà, je les remercie. Et donc, je vais lancer mon introduction. Voilà, donc je vais vous parler de ce que peut apporter l'étude des modalités funéraires, des structures funéraires à l'étude, aux épidémies de peste, et donc aborder le phénomène épidémique par le prisme de l'archéologie. Voilà, donc d'abord un petit rappel, mais on a dû vous en parler longuement depuis le début de ce colloque, donc un petit rappel historique sur les épidémies de peste, en particulier en Occident. Donc ce qu'on sait désormais, c'est qu'il s'agit d'une maladie avec une émergence relativement ancienne, puisqu'on commence à avoir quelques témoignages, alors pas historiques, mais plutôt archéologiques, de cas de peste anciens, donc autour de l'âge du bronze, plutôt dans l'est de l'Europe. Mais ce qu'on sait de façon plus assurée, c'est que d'un point de vue historique, cette fois-ci, par les textes, par d'autres sources, les pestes se répartissent autour de trois grandes pandémies. Donc depuis la période d'Antiquité tardive au Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. Donc en premier lieu, la peste dite justinienne, donc durant le Haut Moyen-Âge. Puis après, donc, la seconde pandémie qui débute au bas Moyen-Âge avec l'épidémie qui a été nommée peste noire à partir de 1348 et qui se prolonge jusqu'au début du XVIIIe siècle. Et enfin, la dernière pandémie, donc contemporaine, du XIXe siècle, et donc pour laquelle on pourrait dire qu'on y est entre guillemets encore un petit peu, parce que, comme vous savez tous, la peste qui ne fait plus autant de ravages qu'avant, Dieu merci, n'est pas une maladie qui est complètement éradiquée. Donc, les conjonctures épidémiques, donc, quand elles se déroulent, quand elles arrivent sur des communautés, elles, bien entendu, l'occasion d'une remise en cause parfois profonde, à la fois des modes de vie et des pratiques sociales habituelles au sein de ces communautés. Et évidemment, elle est aussi, de par les effets du bacille, l'occasion de morts nombreuses et donc d'une privation des forces vives de la société par une ponction démographique qui est généralement intense et qui se produit rapidement. Donc tout ça, ça nécessite des réponses des communautés, une adaptation, des réponses adaptatives en fonction de leur connaissance, de leurs moyens d'intervention, leurs moyens d'organisation. Donc, que ce soit en termes de prophylactique, donc essayer de se protéger, de se prémunir, en termes sanitaires aussi, pour gérer les conséquences sanitaires de cette épidémie, mais aussi pour gérer le quotidien, c'est-à-dire le fonctionnement, continuer à faire fonctionner tant bien que mal la société, assurer le ravitaillement des populations et évidemment aussi prendre en charge, en tout cas avoir une attitude particulière vis-à-vis des malades, que ce soit en les isolant, que ce soit en les aidant et bien entendu en essayant de les soigner, en sachant que pour les civilisations du passé, les moyens thérapeutiques sont bien entendu encore très limités et généralement inefficaces. Mais parmi aussi donc, les réponses adaptatives que doivent trouver les sociétés, il y a le fait de devoir gérer un nombre important de morts et donc d'adapter la gestion funéraire à un contexte de mortalité complètement anormal, décuplé. Et ça, c'est vraiment, pour nous archéologues, c'est la porte d'entrée dans l'événement épidémique. En tout cas, l'une des portes d'entrée, je dirais la principale, même s'il y en a eu d'autres dans d'autres contextes. En tout cas, cette étude donc des sites funéraires, des sites d'inhumation qui sont liés à la peste, c'est vraiment notre contribution, notre entrée dans ce type de conjoncture. Alors évidemment, les questions qu'on se pose, qui peuvent venir facilement à l'esprit, c'est la question d'évaluer, de jauger qu'est-ce qui peut être conservé
pratiques funéraires conventionnelles et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, parmi les différences qu'on peut essayer de mettre en évidence, y a-t-il des différences dans les lieux funéraires? Y a-t-il des différences dans les gestes et les pratiques qu'on a envers les cadavres qui se sont multipliés? Et si on peut constater des spécificités en la matière, donc au moment des épidémies de peste, est-ce qu'on peut les généraliser? Est-ce qu'elles deviennent elles-mêmes normatives lorsqu'il y a une épidémie de peste dans tel ou tel contexte? Donc, pour appuyer ce propos, pour appuyer ce questionnement, on a maintenant une documentation archéologique qui s'est étoffée depuis grosso modo une trentaine d'années. Alors, je vous parlerai ici essentiellement de la seconde pandémie. Donc, parce que d'abord, je ne peux pas parler de tout, évidemment, et il faudrait beaucoup plus de temps. Et ensuite, parce que mon propos, après d'avoir exposé quelques considérations générales à l'échelle européenne, ça sera d'effectuer le focus sur ce qui se passe dans notre région, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc en termes de sites qui ont été étudiés, puisque je pense que c'était tout à fait opportun dans le cadre de ce colloque qui se tient à Marseille. Donc voilà, vous avez une petite cartographie des sites liés, donc des sites d'inhumation de pestiférés qui sont liés à la seconde pandémie en Europe. Donc ça ne fait pas énormément de sites, mais c'est quand même important. Donc là, il ne figure pas aussi les sites qui sont liés à la première pandémie, mais je vous dis que j'en parlerai pas. Donc ce sont des sites qui se situent dans des contextes variés, à la fois rural et urbain. Et c'est des sites dont le lien a pu être fait avec les épidémies de peste de façon relativement claire par des analyses de paléomicrobiologie, donc d'analyse d'ADN, à partir des restes humains. Mais bon, ça, j'y reviendrai un petit peu à la toute fin de mon intervention. Donc, lorsqu'on va partir du plus ancien pour aller vers le plus récent, qu'est-ce qu'on va constater au niveau des lieux d'inhumation de pestiférés? Eh bien, en grande partie, ça reste les mêmes que dans les contextes normaux, c'est-à-dire le cimetière, le cadre d'inhumation, c'est le plus souvent le cimetière paroissial, donc généralement près du lieu de culte. Et l'existence de création ex nihilo de cimetières qui seraient uniquement dédiés à des pestiférés, finalement, est assez rare pour cette période-là, puisque pour l'instant, le seul exemple fouillé qu'on ait, se situe à Londres. Voilà, il n'y en a pas d'autre. Donc, pour cette épidémie du bas Moyen-Âge. Ce qu'on constate également, donc au sein de ces lieux d'inhumation qui sont les lieux d'inhumation traditionnels, c'est l'émergence de pratiques qui, elles, ne le sont pas nécessairement. Et en particulier, la mise en place de ce que nous, dans le jargon des archéoanthropologues, on appelle les sépultures multiples, entre parenthèses à ne pas confondre avec les sépultures collectives, je ne vais pas développer, mais des sépultures multiples, c'est-à-dire le fait d'inhumer de façon simultanée dans un même réceptacle, donc plusieurs individus, un nombre variable d'individus. Et donc, sur les différents sites européens, on a différents exemples de ce type d'inhumation multiple qui concernent des nombres d'individus variables, et bien entendu qu'on peut lier à l'intensité de la crise épidémique et donc à la fréquence des décès. Le fait d'avoir des pratiques qui sont un petit peu inhabituelles n'exclut pas pour autant le maintien de certaines pratiques qui, elles, sont beaucoup plus conventionnelles. Et c'est particulièrement le cas pour la question de la posture des cadavres, la posture des corps, donc leur orientation d'abord, généralement normée, et la façon dont ils sont disposés, qui finalement est assez proche, même on va dire identique, aux pratiques conventionnelles, donc en particulier le fait d'être inhumé donc en dorsale, en décubitus dorsale, sur le dos, la position des membres supérieurs, c'est des choses qu'on va retrouver dans des contextes qui sont complètement des contextes de mortalité normale. Lorsque l'on remonte vers notre époque, donc lorsqu'on suit le déroulé du temps, on s'aperçoit quand même qu'il va y avoir des changements qui sont qu'on peut lier au fait à des changements qui interviennent également
de façon plus générale dans les mesures sanitaires. Voilà, donc la façon de prendre en charge, de gérer les questions sanitaires au cours d'une épidémie. Et ce qui est frappant, c'est en particulier la mise en place, cette fois-ci de façon beaucoup plus généralisée, de cimetières, donc de lieux qui sont vraiment dédiés aux pestiférés, aux cadavres pestiférés. Et généralement, ces lieux sont associés à des structures non pérennes, des infirmeries, donc des lieux de soins, qui eux-mêmes sont placés à l'écart. Donc ça, c'est ce qui commence à émerger à partir du XVIe siècle, mais ponctuellement encore pour ces périodes-là, on a encore l'utilisation des cimetières paroissiaux qui peut perdurer selon les lieux. Ce qui évolue aussi, c'est le moindre soin qui est pris à la disposition des corps au sein des réceptacles. C'est-à-dire que, pour le coup, on va avoir une diversité de postures, et en particulier le fait d'inhumer des personnes tête bêche, d'inhumer des personnes en position ventrale, qui va se généraliser et qui constitue une différence sensible avec la période précédente. Donc ça, c'est des changements qui se mettent en place progressivement avec l'époque moderne. Donc j'en viens maintenant à ce fameux focus sur notre région, voilà, où on a beaucoup travaillé depuis une vingtaine d'années au moins. Sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc on a 7 sites qui ont fait l'objet de fouilles relativement exhaustives, et qui sont liés à différentes épidémies de l'époque moderne. Donc, ces sites sont situés généralement en Basse-Provence, mais on a un exemple aussi dans le Haut-Dauphiné, donc dans les Hautes-Alpes, à Puy-Saint-Pierre. Le tout dernier en date, duquel je ne parlerai pas, hein, puisque les données sont en cours d'exploitation, c'est celui qui a été fouillé en 2019 à la Seine-sur-Mer, en Toussaint-Merne, donc qui est le résultat d'une fouille préventive. Donc, le premier de ces sites, c'est un premier, en tout cas dans l'ordre chronologique de leur chronologie, c'est celui du cimetière des Fédons à Lambesc. On est dans le cadre d'une épidémie de la fin du XVIe siècle, 1590, et on sait qu'on se trouve dans un contexte qui est lié à une infirmerie, on le sait par les archives qui sont disponibles, et ce qu'on peut noter, quand on va voir cette photo notamment, c'est que finalement, en dehors du fait qu'on est en dehors du cimetière paroissial, qu'on est à l'écart du village, on aurait quelque chose, une configuration qui serait assez proche finalement de ce qu'on pourrait trouver dans ce type de cimetière, puisque on a une majorité d'inhumations dans des fosses individuelles, avec des postures qui sont là aussi souvent des postures normées, avec aussi des témoignages de traitement de corps, de déshabillage, de mise en linceul. Mais on observe aussi qu'on a ponctuellement des sépultures multiples avec un nombre variable d'individus. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'à travers ces sépultures multiples, on peut éventuellement juger de la montée en intensité de l'épidémie ponctuellement. Et globalement, on resterait avec cette configuration-là dans le cadre d'une épidémie relativement maîtrisée, en tout cas un rythme des décès, un rythme des inhumations qui, lui, est relativement maîtrisé, qui ne s'emballe quasiment jamais. Second cas, dans les Hautes-Alpes, donc dans le Haut-Dauphiné, à Puy-Saint-Pierre, le cimetière de l'Arié, donc épidémie du début du XVIIe siècle, épidémie qui est très connue, 1628-1631, donc qui fait des ravages en Europe, en France en particulier. Et donc, ce petit cimetière situé dans une clairière sur une rupture de pente au sein d'une clairière en pleine montagne, à l'écart du village de Puy-Saint-Pierre. Et chose intéressante, un lieu qui est resté un lieu de mémoire, puisqu'il est encore mentionné comme cimetière, mais qui ne fonctionne plus depuis des siècles. Il est encore mentionné comme cimetière sur le cadastre napoléonien. Et donc, le lieu a été entretenu, le lieu de mémoire, en particulier par l'implantation d'une croix qui a été remplacée au cours des années, et une croix d'ailleurs dont on a trouvé le socle, le premier socle, donc au cours de la fouille. Donc voilà, c'est un cimetière qui est entouré de murs en pierre sèche, qui prend la forme d'un triangle allongé vers le nord, et auquel on accède par le sud par un seuil à travers un mur. Voilà. Ce qu'on y constate,
c'est là aussi des pratiques qui sont un petit peu différentes et qui pourraient là aussi traduire une évolution dans l'intensité de l'épidémie. Puisqu'on parle, lorsqu'on parle du Nord, le lieu qui aurait été investi en premier, hein, si on considère qu'on circule depuis le sud, on a d'abord des sépultures individuelles avec des individus dans des positions normées, et plus on avance vers le sud, plus on va avoir multiplication d'abord de sépultures doubles, puis de sépultures multiples. Donc là, on voit bien que c'est passé quelque chose au niveau de l'augmentation du nombre de morts ponctuels qui a amené à devoir gérer les cadavres de cette façon. Alors, l'épidémie qui reste quand même, du point de vue archéologique, la mieux documentée dans notre région, c'est quand même celle dont on fête, entre guillemets, l'anniversaire, là, c'est en ce moment même, donc c'est celle de 1720-1722, donc qui touche la Provence, mais aussi une partie du Languedoc. Et donc, cette épidémie, sur 2 communes, on a des sites d'inhumation qui sont liés à cette épidémie, donc c'est Marseille et Martigues. Voilà, donc, alors Marseille, donc vous avez un petit peu de précision sur le contexte de cette épidémie, sur sa durée, sur sa rechute en 1722, sur le nombre de morts. Pareil à Martigues, à la différence qu'à Martigues, il n'y a pas de rechute en 1722. Et comme je vous disais, on a 2 sites sur chacune de ces 2 communes. Donc à Marseille, les sites, donc, qui sont les sites de la Major, de l'esplanade de la Major et celui de l'Observance, donc il y a un certain nombre d'indices qui sont liés aux archives historiques qui permettaient d'anticiper le fait de découvrir des sépultures de pestiférés, des sépultures multiples dans ces endroits-là. Voilà, donc il y avait des fosses, un certain nombre de fosses sont mentionnées hein, dans les écrits qui ont eu lieu à partir de ces archives. Et effectivement, donc lorsqu'on a retrouvé ces sites, donc en se replongeant dans les archives, on s'est rendu compte qu'on pouvait, quelque part, ils étaient mentionnés. Donc sur le site de l'esplanade de la Major, toujours en référence avec les archives, donc on aurait les cadavres qui ont été collectés en ville au moment de l'acmé épidémique à Marseille en septembre 1720. En revanche, sur le site de l'Observance, ce sont les personnes qui sont décédées au cours de la rechute épidémique du printemps 1722 et qui proviennent de structures hospitalières, donc les établissements de la Charité et de l'Observance. Donc le site de l'esplanade de la Major, alors au départ, il a été trouvé au cours d'une fouille préventive qui ne lui était pas directement consacrée, mais qui concernait d'autres vestiges antérieurs et d'ailleurs postérieurs aussi, donc sur ce secteur du cœur historique de Marseille. Et en fait, c'est un reliquat de site, en quelque sorte, hein, donc c'est une structure de sépulture multiple, mais qui n'a été retrouvée que sur une petite partie. Voilà, donc ça ne doit pas tromper en quelque sorte, puisqu'on a l'impression que c'est une tranchée, mais c'est pas, à l'origine, ce n'est pas du tout une tranchée, c'est réellement une fosse, mais d'un côté, elle est recoupée donc par un mur qui est lié à la construction du séminaire de Marseille, donc qui est arrivé plus tardivement, et de l'autre côté, donc on n'a pas pu la fouiller, puisqu'on était en dehors de l'emprise de la fouille préventive. Sur un côté, donc également, elle est recoupée, donc côté nord, mais en revanche, côté sud, on a pu mettre en évidence une limite et une bordure nette, un bord de fosse avec et ensuite de ça déterminer la pente de cette fosse, donc le type de creusement qui a été utilisé pour inhumer les corps. Alors très clairement ici on est dans le modèle dit de sépulture de catastrophe, hein, c'est-à-dire véritablement le charnier où on a donc un dépôt simultané ou en tout cas dans un laps de temps très court de très nombreux cadavres, hein, plusieurs dizaines, où on n'a pas d'agencement vraiment de corps, donc ils tombent dans la fosse un peu comme, entre guillemets, comme ils peuvent, ils sont jetés littéralement du bord, et c'est ce qui produit donc au moment de la fouille, du démontage de la structure, c'est l'observation de postures tout à fait inhabituelles, tout à fait inattendues, même et très variables, mais également aussi, il faut le noter, certaines postures qui paraissent conventionnelles, et en particulier donc, pour certains individus qui sont complètement au fond de la structure, il semblerait que les premiers, en tout cas, aient pu être disposés, en tout cas, de façon un peu ordonnée, mais c'est vraiment extrêmement minoritaire.
Donc l'urgence à inhumer, elle se constate aussi d'autres façons, c'est-à-dire par le fait qu'on a du mobilier archéologique qui est associé aux individus, en particulier des éléments vestimentaires qui sont en place. Donc là, vous voyez sur le cliché de gauche, donc vous voyez, c'est un pied avec des éléments de cuir et une boucle qui atteste de la présence initiale d'une chaussure qui est en place, donc qui montre que les individus n'ont pas été dépouillés. Mais c'est aussi donc des éléments, des petits objets du quotidien, en particulier ce qu'il y avait dans les poches des personnes, et c'est parfois des éléments datants, comme des monnaies. Et ce qui est assez remarquable ici, c'est qu'on a trouvé une monnaie d'argent qui porte la date 1720, et c'est quand même là où elle est intéressante, cette monnaie, c'est qu'elle n'a pas une petite valeur, c'est-à-dire que ça montre bien que quelque chose qu'on aurait pu récupérer avec profit, on ne l'a pas fait, puisqu'il y a vraiment une urgence à inhumer. Il y a aussi le fait que l'état des cadavres dissuade ceux qui pourraient avoir envie de se servir sur eux, donc récupérer ce qu'ils ont sur eux. Donc, autre élément important qui traduit le contexte d'urgence à inhumer dans ce contexte sanitaire qui est particulier, c'est la présence de chaux qui est disposée sur les cadavres, et donc qui semble être vraiment une caractéristique de cette période tardive, donc 18e siècle, l'épidémie de peste, qu'on ne rencontre pas nécessairement pendant les épidémies antérieures. Concernant le site de l'observance, donc 1722, comme je vous le disais, donc on va retrouver beaucoup de choses communes, donc qui traduisent l'urgence à inhumer, donc au niveau des postures, de l'usage de chaux, de l'usage du fait de faire des dépôts multiples de cadavres dans un même réceptacle. Mais il y a quand même quelques différences dans le fait qu'il y a aussi des dépôts qui sont individuels et qu'on peut constater, on a constaté en plan, qu'il n'y a pas une utilisation donc homogène de tout l'espace disponible. Donc on a d'un côté beaucoup de corps, d'un autre beaucoup moins, donc ça va en s'amenuisant. Et en fait, tout ça, il faut le replacer dans le contexte de la rechute épidémique, donc où on a probablement prévu une fosse très grande, en réminiscence de ce qui s'était passé quelques mois auparavant, mais où finalement, et sans doute heureusement, on n'a pas eu à la remplir complètement. Voilà, donc là, c'est un va-et-vient intéressant, tout à fait intéressant entre les données d'archives historiques et les données de la fouille archéologique. J'en passe maintenant à Martigues. Donc, Martigues et ses trois paroisses au bord de l'étang de Berre, donc, et au bord du chenal de Caronte, donc Jonquière au sud de l'île sur le chenal et Ferrières au nord. Et Martigues a livré également donc, 2 sites d'inhumation de pestiférés, l'un dans le quartier de Jonquière au sud et l'autre dans le quartier de Ferrières au nord. Donc, au sud, c'est le site du Délos, ça c'est le nom de l'immeuble qui maintenant remplace le terrain, est érigé sur le terrain qui a livré ce charnier de peste. Et sur ce site, donc, par recoupement, là aussi, alors c'est des recoupements moins évidents, mais quand même, on est arrivé quand même à tirer des informations des archives. Et sur ce site-là, donc, on aurait uniquement des habitants de la paroisse de Jonquière, donc ceux qui sont décédés dans leur quartier et ceux qui sont décédés dans les 2 infirmeries dont s'est dotée la paroisse au cours de l'épidémie. En revanche, dans l'autre quartier, celui de Ferrières, donc les choses seraient plus complexes, puisqu'on aurait potentiellement des habitants des 3 paroisses, donc ceux du quartier de Ferrières, mais également tous ceux qui viennent de l'infirmerie des Capucins de Ferrières, qui pendant longtemps, en tout cas pendant un temps conséquent, a été la seule infirmerie pour l'ensemble des 3 paroisses, pour toute la communauté, et aussi ceux qui sont morts dans la bourgade, dans les faubourgs de Ferrières, qui a servi de lieu de quarantaine pour l'ensemble des malades, ou des soupçonnés malades en tout cas, des 3 quartiers. Donc une origine un petit peu différente en fonction des sites. Alors, là, comme à Marseille, on est dans un contexte d'urgence à inhumer, on a affaire à des sépultures multiples, à des véritables charniers, mais on est pour le coup dans des tranchées, très clairement dans des tranchées, pas dans des fosses. Vraiment, on a cherché à exploiter un terrain sur la longueur, et pas nécessairement sur une surface étendue. Donc, 3 tranchées sur le site du Délos et 5 sur le site des Capucins de Ferrières, en sachant que sur le site du Délos, la fouille n'a pu être que très partielle, puisque une partie des terrassements pour le futur immeuble avait déjà entamé le site avant la fouille de sauvetage. Donc, on retrouve d'autres éléments, la présence de chaux. Alors, la présence de chaux qui peut venir sceller une structure, une tranchée, mais qui peut être aussi plus ponctuelle sur certains cadavres.
la présence de mobilier, d'éléments vestimentaires en place et d'éléments de la vie quotidienne contenus dans les poches des individus. Et pour la petite anecdote, on a retrouvé exactement la même monnaie que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, donc 6e d'écu de France et Navarre en argent, avec la date 1720, ce qui est quand même relativement cocasse, mais bon, très intéressant pour nous, archéologues. Alors, le fait d'avoir recours à des tranchées d'inhumation, avoir recours à des formes extrêmement frustes de gestes funéraires et de gérer la mort de façon collective par des dépôts, des inhumations en masse, n'empêche pas qu'il y ait vraiment des modes opératoires différents. Lorsqu'on prend la première tranchée du site des Capucines Ferrières, par exemple, on voit qu'on n'a pas une utilisation continue de la tranchée, mais qu'on a sans mauvaise référence à l'actualité, des clusters, en fait des groupements de corps qui sont séparés par des hiatus de quelques mètres. Alors on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'on a exploité le volume conséquent de cette façon-là? Et en fait, en observant donc à la fois ces regroupements, les espaces qui entrent et les effets de contrainte qu'il y a sur les ossements, sur certains squelettes, dans certaines parties de ces regroupements, on a pu en déduire un mode opératoire qui consiste en des déchargements de tombereaux et des déchargements de tombereaux depuis l'Est, donc avec un remblaiement systématique. Et c'est ce remblaiement qui crée les espaces entre les groupes et qui crée aussi les fameux effets de contrainte sur certains corps, donc plutôt à l'Est donc de ces regroupements. Et par regroupement, là aussi avec des archives, on a pu voir qu'effectivement, le fait d'utiliser les tombereaux pour transporter les cadavres depuis le centre-ville est quelque chose qui a été pratiqué. En plus, sur cette tranchée-là, on est vraiment très proche de la route qui mène de Ferrières, qui s'éloigne de Ferrières vers l'ouest, vers le Rhône. Donc, finalement, tout ça était assez compréhensible. Toujours sur ce même site, et dans le cadre là aussi d'une tranchée, on a un cas où, par contre, là, le comblement de la tranchée continue et dense. Donc, le volume est exploité de façon importante, mais on a quand même une évolution dans le mode opératoire. À l'est, on a quelque chose qui pourrait ressembler à une forme d'organisation, avec des dépôts qui sont en rangée, et donc avec des corps qui systématiquement ont un pendage toujours le même, donc ouest-est, avec la partie la plus haute à l'ouest. Et là aussi, on en a déduit un mode de comblement, donc on inhume ces rangées au fur et à mesure, et donc le fait de les inhumer au fur et à mesure, de créer un talus, c'est ce qui crée donc le fameux pendage entre ces groupes, donc, qui leur donne au final une disposition de dominos renversés, de cartes étalées, si vous voulez, qui est assez originale. Et lorsqu'on passe donc les 12 premiers mètres de la tranchée à l'ouest, eh bien, ce mode ne se retrouve plus, donc on a une péjoration, et donc on a une disparition de ce mode minimal d'organisation avec des dépôts qui sont beaucoup plus aléatoires, et où on va retrouver ce qu'on a vu un petit peu dans le cas de Marseille de l'observance, donc des dépôts complètement anarchiques, avec des postures extrêmement variées, des orientations variées, et vraiment le fait d'avoir simplement jeté des corps du bord de la tranchée. Donc on a vraiment des choses qui sont totalement inhabituelles et complètement même parfois inattendues, comme ce corps que vous voyez complètement à droite, qui est complètement recroquevillé sur lui-même, avec les genoux qui seraient au contact du thorax. Dernier exemple sur ce site, donc une tranchée beaucoup plus étroite. Alors il n'y a qu'une tranchée là, mais il y a deux niveaux en fait. Donc on a des inhumations qui peuvent être des inhumations groupées, mais aussi des inhumations individuelles, mais qui sont organisées sur deux horizons distincts, séparés par une couche de sédiments. Donc là aussi une exploitation qui n'est pas continue d'un espace d'inhumation, mais de façon différente que par le déversement de tombereaux. Et ce qui est intéressant aussi de noter dans ce cas, c'est que dans cette tranchée-là, on n'a pas d'éléments vestimentaires, on n'a pas d'objets, à l'exception d'épingles, sur certains individus, des épingles en alliage cuivreux, qui sont liées donc au fait que les individus ont été enveloppés dans des, alors si ce n'est des linceuls, en tout cas des enveloppes souples, des sacs, et donc il y a eu à minima un traitement du corps avec un déshabillage et un traitement avant une mise en terre. Et donc là, on est sur un espace qui est le plus proche du couvent des Capucins. Donc on a peut-être là la traduction d'intervenants qui sont différents. Et peut-être là, donc peut-être les frères Capucins qui eux-mêmes
donc sont réquisitionnés comme soignants et qui ont peut-être été aussi réquisitionnés comme fossoyeurs. Et donc, ont mis en place leur propre protocole, si je puis dire, de mise en terre des défunts qui leur étaient confiés. Donc, si je résume donc, tout ce qu'on a vu depuis le début, donc on a pu constater qu'il y a, une variété des pratiques, mais il y a quand même une évolution, et avec une évolution qui est nette à partir de l'époque moderne, où on va trouver des lieux qui sont dédiés aux pestiférés, où on va avoir des ruptures au niveau de tout ce qui est conventionnel en termes de disposition des corps, et donc où va se mettre en place ce qui va être à la fin des véritables charniers, c'est-à-dire le fait de mettre en terre rapidement, de ne pas s'occuper des corps, et finalement d'optimiser au mieux les opérations funéraires dans un cadre d'une urgence sanitaire extrême. Et on a vu d'ailleurs également aussi que cette diversité, ces modes opératoires différents, donc qui sont aussi là le reflet aussi de ce qui est possible, de ce que les communautés sont en capacité de faire en termes de gestion, de prise en charge à tous les niveaux. Donc elle peut être aussi variable dans le cadre d'une même épidémie et même d'un même site funéraire. Donc c'est ce qu'on a vu à Martigues. Voilà, donc retenez ça, diversité, et j'en terminerai un petit peu par là, en disant, au vu de tout ça, que si ces pratiques funéraires, mortuaires qui sont inhabituelles peuvent être un bon indicateur d'un contexte épidémique, à coup sûr, elles ne sont pas suffisantes pour le caractériser. D'abord parce que, comme on a vu, pour les périodes les plus anciennes, il y a des sépultures qui ne dépareillent pas du tout par rapport à des sépultures normales, des sépultures individuelles. Donc, pour dire que ce sont des sépultures de pestiférés, ce n'est pas les faits archéologiques qui vont le dire. À l'inverse, mais dans une moindre mesure, ce n'est pas parce qu'on a affaire à un charnier, donc à des sépultures multiples, que l'événement catastrophique est forcément clairement identifié. Ça peut être une épidémie, ça peut être autre chose, éventuellement, il faut trouver d'autres indicateurs pour le dire. Et si c'est une épidémie, ce n'est pas nécessairement une épidémie de peste. En fait, vraiment, pour boucler la boucle et pour être le plus complet possible, il est essentiel, comme d'ailleurs dans d'autres contextes archéologiques, de pouvoir, dès qu'on peut, de pouvoir avoir une lecture qui soit une lecture croisée, une lecture dialectique à la fois des sources historiques et des faits archéologiques. Et surtout, on doit pouvoir tenir compte d'autres critères pour caractériser ces sites. Et en premier lieu, ce que nous, dans notre jargon d'archéo-anthropologue, on appelle le recrutement funéraire, c'est-à-dire qui est présent, en quelque sorte, dans ces charniers, en termes de répartition, notamment d'âge au décès. Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de mettre en évidence la présence de ce bacille, Yersinia pestis, à partir du matériel dont on dispose, donc des vestiges ostéo-archéologiques. Et ça, c'est le domaine de l'immunodétection et de la paléomicrobiologie moléculaire, mais bon, ça, c'est un autre sujet, donc je n'en dirai pas plus. Voilà. Je vous remercie.